Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte à la semaine passée, mardi le 30 mars. Aujourd'hui, on vous présente une deuxième émission tirée des extraits de ce Conseil où, entre autres, le maire en a profité pour répondre aux questions des dernières assemblées. Retour sur les périodes de questions de la dernière séance. Donc voilà, plusieurs suivis à faire avec vous. Je me lance. Premièrement, le 21 septembre dernier, Brigitte Letourneau nous avait posé une question où elle suggérait au Conseil de mettre sur pied un comité d'utilisateurs de vélos. Donc, la suggestion, l'idée avait été transmise au comité de circulation qui s'est réuni le 2 mars dernier. Et voilà, suite à cette discussion-là, à laquelle j'ai participé, le conseiller Yann Landlois également était présent, nous avons convenu qu'il serait peut-être judicieux, d'avant de créer un comité d'usagers, de faire une présentation et une consultation publique sur le plan directeur du réseau cyclable de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, en 2017, la municipalité avait adopté un plan directeur de son réseau cyclable. Et puis, il date déjà de quelques années. Donc, il était convenu, dans un premier temps, d'en faire la présentation, d'expliquer un peu les réalisations récentes qui ont été faites dans ce sens et aussi mettre en évidence les réalisations futures là, qui sont prévues dans les prochaines années et d'entendre ce que les citoyens, ce que les usagers, entre autres, en ont à dire. Donc, avant de créer le comité, on souhaite donc créer cette consultation auprès de l'ensemble des usagers pour ensuite en venir à la création d'un comité d'usagers qui pourra amener une sensibilité justement pour la sensibilité des usagers, des véritables usagers du vélo auprès des instances municipales. Donc, on prévoit tenir cette consultation-là, cette présentation et consultation-là avant l'été. Donc, voilà pour ce qui est de la question de Mme Letourneau. Le 23 novembre 2020, Mme Roxane Rivard nous avait demandé une question relativement à l'implantation d'une école dans le secteur Saint-Luc, dans la foulée de la consultation sur le projet de la terre à boucher. On avait appris qu'il y avait une problématique au niveau des écoles et le directeur général adjoint et secrétaire général du centre de services scolaires du Haut-Richelieu avait justement confirmé qu'il y avait une problématique d'espace et que s'il y avait agrandissement, de nouvelles constructions, des nouvelles familles dans le quartier, mais le centre de service ne pouvait pas garantir que tous les enfants résidents dans le secteur pourraient fréquenter l'école des Savanes. Donc, j'ai demandé, moi, de mon côté, d'avoir plus de précision du centre de service. J'aimerais avoir des informations à savoir quelles sont les projections de débordement pour le secteur en fonction de la situation actuelle. Et si nous ajoutions 250 familles, donc combien de familles pourraient être déportées? Et l'autre question que j'aimerais savoir est si les enfants de ce secteur-là doivent être déportés, bien, ils seraient déportés vers quel secteur de la municipalité? Donc là, ça fait déjà plusieurs mois qu'on demande cette information-là au centre de services scolaires. Je vais demander à notre directeur général, M. Stéphane Baudin, de relancer la commission scolaire à ce sujet et, s'il vous plaît, m'ajouter en CC pour cette communication-là pour que je puisse, moi aussi, avoir un suivi. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on attend la réponse. Le 10 décembre 2020, Diane Merchessault nous avait posé une question relativement au dossier du club de tir à L'Acadie. Elle nous demandait est-ce que la Ville, sans mettre en péril l'entente du 22 décembre 2016 signée avec Carrière-Ouimet, le club de tir, si elle pouvait se doter d'un règlement plus efficace au niveau du bruit provenant des champs de tir, étant donné que Carrière-Bernier et l'entreprise 9088-7662 ne respectaient pas l'entente signée dans laquelle, en 2016, qu'elle prévoyait la fin des activités extérieures de champs de tir en juillet 2020. Donc, dans le fond, la question, je la résume, c'est que comme l'entente n'est pas respectée, est-ce que la réglementation actuelle continue à être en vigueur, est-ce que la Ville pourrait tout de même serrer la vis puis modifier
rendre plus efficace son règlement. Donc, une présentation devait être faite en mars auprès du conseil municipal où cette question-là aurait été abordée. Malheureusement, la rencontre n'a pas eu lieu. On est aujourd'hui le 30 et donc on n'a toujours pas eu cette présentation-là. Et la date de la rencontre n'est pas encore déterminée. Donc, je demande encore à la direction générale d'organiser le plus rapidement possible cette présentation-là avec les membres du conseil. Mme Marchessault nous avait également posé une question relativement à ce même dossier-là le 10 décembre 2020, où elle nous informait que l'École de technologie supérieure avait publié en novembre 2020 un guide à l'intention des municipalités sur la gestion et la planification des activités récréatives extérieures bruyantes, dont les champs de tir. Et puis, elle nous demandait est-ce que la Ville de Saint-Jean avait l'intention de suivre ces recommandations-là de l'École de technologie supérieure et de modifier son règlement actuel. Donc, c'est un peu dans le même esprit que la question de Mme Letourneau. Donc, c'est la même réponse. Donc, il y avait une présentation qui devait être faite en mars. Cette présentation n'a pas eu lieu. Et je demande à ce que cette présentation-là ait lieu le plus rapidement possible auprès des membres du Conseil. Le 20 janvier 2021, Mme Julie Lefebvre, d'autres citoyens avaient posé une question sensiblement la même. Cathy Aymon, le 20 janvier également, et le 21 janvier également, Caroline Saint-Onge. Les trois dames nous avaient demandé si une brigadière resterait en fonction à l'angle du boulevard de Berville et de la rue Héroux. Donc, une intersection, un stop a été installé, mais plusieurs automobilistes ne respectaient pas la signalisation. Donc, les dames demandaient de maintenir la brigadière en place. Cette question-là avait été soumise au comité de sécurité publique qui devait avoir lieu le 24 février. Malheureusement, cette rencontre a été annulée, reportée au 24 mars. La rencontre du 24 mars a également été annulée. Donc, la prochaine rencontre du comité de sécurité publique est le 28 avril. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aura des recommandations quant à savoir si on conserve la brigadière. Donc, j'imagine que d'ici le 28 avril, la brigadière restera en place. Le 26 janvier 2021, Joanne Mailloux nous demandait où est le virage vert avec les feux de foyer qui empestent le créosote et qui pénètrent dans les maisons. Donc, nous avions demandé au comité environnement et le développement durable d'étudier cette question-là au sujet des feux de foyer extérieurs, mais aussi, tant qu'à être, l'utilisation des foyers de bois intérieurs. Donc, il y a des municipalités qui interdisent ce système de chauffage pour des raisons environnementales. Donc, la réunion du comité environnement va avoir lieu le 25... elle devait avoir lieu le 25 mars, mais elle a été reportée au 1er avril. Donc, nous devrions avoir à la prochaine réunion une recommandation par rapport à ça. Il faut dire que le comité sur l'environnement et le développement durable sont actuellement très, très débordés. Ils mènent actuellement la consultation sur la stratégie de développement durable. Le 22 février 2021, Brigitte Letourneau nous demandait concernant les bruits impulsionnels provenant du club de tir de l'Acadie et le non-respect du règlement sur le bruit indiquant un maximum de 60 dB, qu'est-ce que la Ville entend faire à court terme pour permettre aux résidents qui subissent toujours des crêtes sonores atteignant jusqu'à 85,6 dB? Donc, dans le fond, c'est la même réponse qu'on a faite tantôt, même esprit. Donc, une présentation devait être faite en mars. On n'a pas encore eu lieu. On souhaite l'obtenir le plus rapidement possible. Diane Marchessault, le 22 février, nous posait la question. En 2017, selon l'article 10 de l'entente entre la Ville et Bernier 988, une expertise conjointe a déterminé la superficie du milieu humide présent dans le boisé du champ de tir, le lot 6 22 233. Cette superficie est incluse dans la banque virtuelle de terrain selon un ratio de 1:10. Est-ce que le 1 mètre de milieu humide correspond à 10 mètres de terrain en développement domiciliaire? Puis, quelle est la superficie exacte du milieu humide du lot 6 22 233? C'est une question relativement technique, donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore la réponse. Donc, on est toujours en attente de la réponse. Donc, monsieur le directeur général, si c'est possible, ce n'est pas une question d'opinion ou on n'a rien à faire. Dans le fond, c'est juste une question technique. Si on pouvait y répondre le plus rapidement possible, ce serait apprécié.
Le 22 février 2021, Louis-Philippe Dufresne nous avait posé une question relativement à des artefacts amérindiens trouvés sur sa propriété. Nous avons obtenu l'information qu'aucune preuve relative à la présence d'artefacts avait été trouvée sur le terrain. Le ministère de la Culture et des Communications n'a aucune preuve d'artefacts et ne voit pas l'intérêt de faire des démarches particulières pour cette adresse. En résumé, aucune démarche particulière ne sera exigée au niveau archéologique avant les travaux. Toutefois, les requérants sont informés que s'ils font une découverte archéologique, ils doivent obligatoirement la signaler au ministère de la Culture et des patrouilleurs de notre service d'urbanisme iront également faire des inspections lors des travaux. Voilà. Le 22 février 2021, Dominique Pétrin nous avait posé la question suivante. Monsieur le maire, merci, Monsieur le maire, pour cette réponse. 7 ans après les travaux et pratiquement 5 ans après mes demandes de précision entre l'estimé de 2011 et ma facture réelle de 2015. Grâce à votre ténacité et votre transparence, j'ai enfin obtenu des réponses qui, malheureusement, m'entraînent à me questionner à nouveau. En 2011, la Ville a estimé le coût des travaux à 2 895 000 et l'a tout simplement divisé par le nombre de mètres taxables, soit 8 666 mètres. En 2015, la facture réelle a terminé avec 2 montants distincts, soit le prix par mètre pour la conduite principale et un prix par branchement par terrain. Donc, et le nombre de mètres était fixé à 7 975 mètres. Donc, la première question de M. Pétrin, pourquoi avoir pris une méthode différente pour calculer l'estimé 2011 et la facture réelle de 2015? Avec la deuxième méthode de calcul, les propriétaires de grands terrains sont avantagés, les propriétaires de petits terrains sont désavantagés. Donc, voici la réponse à la première question de M. Pétrin. Le règlement a été préparé avec un coût par branchement selon le nombre effectif de branchements que nous avions reçus comme information, tandis qu'au sondage, nous ne savions pas le nombre de branchements qui seraient demandés et donc il avait été décidé de laisser le tout dans le coût budgétaire global préliminaire. Maintenant, M. Pétrin avait une deuxième question. Où sont passés les 691 mètres taxables? Parce qu'il y avait une différence entre le 8 066 prévu et le 5 975 réel, donc qui étaient au plan de 2011 et qui ont disparu en 2015. Donc, voici la réponse. Les plans et les coûts utilisés lors du sondage sont préliminaires et peuvent être modifiés selon de nouvelles informations sur la zone des travaux et les coûts de soumission, les subdivisions de terrain, l'analyse détaillée des dossiers agricoles et les terrains en zone inondable, par exemple. Les principaux écarts pour les dossiers du règlement 1212 sont, premièrement, la révision de la zone finale des travaux du bassin, l'exclusion de certains dossiers qui sont devenus agricoles, le regroupement suite à des transactions sur des terrains, l'exclusion de 3 terrains pour travaux non prévus au bassin, l'exclusion d'un dossier de citoyen qui a fait un dépôt pour ses travaux au comptant, l'ajout d'un lot dans la zone du bassin et quelques ajustements mineurs de lots irréguliers et de lots de coin. Donc, voilà la réponse à votre deuxième question. Merci à nos services pour cette précision. Madame Mété, Lucille Mété nous avait posé une question le 22 février 2021. Elle nous avait posé 2 questions et sa deuxième question avait été sans réponse. Sa question était « Pourquoi le groupe des Neufs n'a pas opté d'utiliser sa politique en matière de harcèlement ou d'émettre des constats d'infraction ou mise en demeure par le biais de son service juridique au lieu et à la place de cette poursuite judiciaire contre 9 citoyens engagés et bien informés des décisions politiques de la Ville, ce qui aurait évité des dépenses dont le DG n'a pas encore révélé l'ampleur à la suite de la question soulevée à 2 reprises à cet effet par Justin Bessette et dont j'aimerais aussi connaître la réponse. » Donc, voici la réponse obtenue de Mme Annie Thivierge, notre procureure à la Ville. Donc, Mme Thivierge nous informe que le groupe des Neufs n'a pas le pouvoir d'émettre des constats. Selon elle, la Ville a choisi la méthode la plus efficace et appropriée dans les circonstances.
Madame Mété, vous avez, pour la séance d'aujourd'hui, retourné la question que je viens de lire, vous l'avez retournée une deuxième fois. Donc, je vous informe que ce n'est pas nécessaire. Si vous posez une question et la question reste sans réponse, nous allons y répondre à la réunion suivante. Donc, vous n'avez pas besoin de la reposer, de la resoumettre une deuxième fois. Mesdames, Mété, vous aviez posé 2 nouvelles questions. Donc, la première question, on va tout simplement la retirer. Et la deuxième question sera traitée en fin de réunion lors de la période des questions. Le 26 février 2021, Diane Marchessault nous a posé aussi la question suivante. Dans le contenu de l'entente du 22 décembre 2016 entre la Ville et Bernier 9088, il y a une liste de boisés que la Ville a achetées. Pourquoi le lot 6 22 218 de 11,73 hectares n'existe plus présentement sur le site Internet de la Ville? Donc, c'est encore là une question technique dont nous n'avons toujours pas la réponse. Nous sommes rendus au point 12, période de questions et de communication des membres du conseil municipal au public. Mélanie Dufresne. Oui, alors bonsoir. Premièrement, j'aimerais commencer avec une tranche d'histoire pour notre ville. Le service de toponymie a changé le nom du parc Fortin pour Léo Fortin. Je suis contente, c'est le parc qui est en face de Champagnat, à côté du centre du service d'incendie à Iberville. Léo Fortin, c'est un maire d'Iberville. Il a été maire entre 1975 et 1987. Il a aussi été sergent dans le corps d'aviation royal canadien entre 1943 et 1966. Donc, moi, je pense que c'est un bel hommage d'avoir son plein nom pour décrire ce parc-là. Deuxièmement, piste cyclable Pont-Gouin. Là, on sait qu'il y a encore des réparations sur le côté de la piste cyclable pour le Pont-Gouin. Donc, c'est difficile de se promener à vélo, de se promener à pied sur seulement un côté qui est beaucoup plus restreint comme espace aussi. Donc, j'aimerais qu'on regarde pour des solutions parce que là, on pense d'ouvrir ça mi-juillet, puis ça peut peut-être être encore plus long. Je ne sais pas si on peut travailler avec Transport Québec pour avoir des bollards dans la rue pour faire passer les vélos ou peut-être utiliser la piste cyclable puis protéger l'endroit où est-ce qu'il y a des réparations à faire. Mais je pense qu'il faut rendre ça accessible, plus accessible que là. Puis ça fait quand même plusieurs plaintes que je reçois depuis l'été dernier. Troisième point, le taux d'inoccupation des logements locatifs à Saint-Jean est à 0,8 %. C'est bas. On a aussi des gens qui sont en attente pour des logements sociaux. On a 62 familles, ça fait 2 ans qui attendent, plus de 2 ans qui attendent. On avait 97 personnes âgées de 65 ans et plus, que ça fait plus que 2 ans qui attendent aussi pour des logements sociaux. Et des gens de 50 à 65 ans, des personnes seules, que ça fait au moins 3 ans. Donc, c'est important. Les logements sociaux, c'est important. Notre développement aussi locatif, il est important. Faut loger nos gens chez nous, les gens qui veulent rester dans la ville de Saint-Jean. Pour ce faire, ben là, écoutez, il y a quand même la FCM, la Fédération canadienne des municipalités, a annoncé le 25 mars dernier qu'il allait doubler les redevances de la taxe sur l'essence, justement pour stimuler les logements. Mais l'autre chose aussi qu'on parle souvent, c'est pourquoi on n'est pas capable de développer, pourquoi on a de la misère à développer, entre autres au centre-ville. Bien, le problème, c'est les infrastructures. Notre service d'égout et de sanitaire doit être divisé. C'est un trop-plein qu'il y a dans nos égouts, donc on a de la difficulté à connecter plus de logements. Donc, il faut vraiment travailler ça. Puis, ça s'insère même dans la Fédération canadienne des municipalités. La taxe sur l'essence qui va être doublée, bien, ces projets-là aussi d'approvisionnement d'eau et de traitement d'eau usée s'insèrent aussi là-dedans. Donc, ça serait intéressant de pouvoir profiter de ça pour être capable d'améliorer nos infrastructures puis être capable aussi de bâtir en hauteur. Finalement, la dernière chose que je voudrais vous dire, un excellent film. J'invite les citoyens à aller écouter un film qui s'appelle Homme d'influence. C'est une production de 1997.
avec Dustin Hoffman puis Robert De Niro. C'est un excellent film qui montre justement à l'aube des élections comment est-ce que des gens peuvent créer des scandales pour faire diversion et pour passer pour des bonnes personnes, pour tourner la vérité. Donc, je vous invite à aller voir ce film-là. Ça peut être très instructif. Puis, dans les prochains mois, on va être en campagne électorale. Donc, peut-être que ça a un lien avec Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi pas? Bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais mettre ma déclaration d'intérêt pécunier à jour. Je déclare avoir acheté le 944 montée de la station à Saint-Alexandre et d'avoir 2 offres d'achat acceptées pour le 390 Hectorine Prairie et le 241 rue Cardinal. Dans un deuxième temps, j'aimerais parler, je me pose un peu des questions pour la médiation parce que, écoute, c'est soit peut-être moi qui avais mal compris, mais j'avais eu vent qu'il y avait déjà eu de médiation. Là, de ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de médiation. Fait que j'aimerais juste demander à la direction générale qu'on me donne les dates que la médiation a eu lieu, puis qui était présent avec le détail, puis c'était quoi le nom du juge qui était là à la médiation. Juste pour clarifier tout ça, peut-être qu'il manque un peu d'infos, mais je voudrais juste avoir ça pour la prochaine réunion. Je répète, la date que la médiation a eu lieu, le juge qui était là, puis les citoyens qui étaient présents pour clarifier, pour être sûr que vraiment la médiation s'est tenue. Dans un deuxième temps, j'aimerais parler de toute la ville un peu pour accueillir les entrepreneurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne veux pas parler d'un cas en particulier, mais j'ai été énormément déçu. Écoute, on peut parler de la terre à boucher avec M. Poirier, puis même en général, de la façon qu'on accueille les entrepreneurs. Écoute, c'est décevant. Je ne veux pas nommer personne parce que je ne veux pas lancer dans le bashing, mais quand j'ai vu que ça se réglait sur Facebook, quand j'ai vu que la communication n'était pas là, j'ai été déçu. Je pense qu'on doit revoir complètement notre façon de faire avec les entrepreneurs à Saint-Jean, autant avec ceux qui veulent développer des maisons, autant avec ceux qui veulent investir dans des industries. Il doit avoir un canal de communication direct. Puis pas nécessairement passer par tous les niveaux de la hiérarchie municipale parce que ça peut devenir compliqué, mais être capable d'avoir un lien direct avec les élus, ça pourrait permettre, puis que ce soit de n'importe quelle équipe, ça pourrait permettre d'avoir des rapprochements puis de la facilité. On doit changer notre approche parce que là, j'ai l'impression qu'à tout bout de champ, quand quelqu'un vient avec une industrie, c'est compliqué, on l'embarque dans un fardeau puis ça devient compliqué. Bien, on doit revoir nos façons de faire. Puis peut-être les prochaines élections s'en viennent, fait que tout le monde dit qu'on est en élection. Moi, j'en avais pas parlé encore. Peut-être que ça va être important pour tous les partis qui vont être là de revoir complètement la façon de faire pour voir. Puis il y a quelqu'un qui veut venir investir à Saint-Jean, on doit l'accueillir sur un tapis rouge parce que je pense que c'est important. Puis peut-être pas l'accueillir sur Facebook parce que c'est peut-être décevant aussi quand on fait ça. C'est avoir les numéros, communiquer avec les gens, ça pourrait aider beaucoup notre façon de faire. Dans un deuxième temps, je veux parler de Compo Richelieu. J'en avais déjà parlé un petit peu du problème. On m'avait dit qu'on regarderait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Fait que là-dessus aussi, j'interpelle un peu la direction là-dessus pour savoir où on en est rendu avec Compo Richelieu. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé présentement. Le Compo Richelieu à Iberville est fermé, est ouvert le lundi puis la fin de semaine. Mais ce qu'on constate, c'est que les gens ne vont pas nécessairement traverser la rivière pour aller domper le cochonnerie. Fait qu'on commence à avoir des accumulations, ces ponts de campagne, des fossés de campagne. J'avais eu le manque de main-d'œuvre, mais je suis un petit peu comme estomaqué parce que toutes les industries ont continué quand même à opérer avec le manque de main-d'œuvre. On doit régler ce problème-là. Puis là, j'aimerais avoir, que j'interpelle un peu la direction ainsi que le maire qui lance Compo Richelieu parce que c'est inacceptable que Compo Richelieu, qu'on vient d'investir dans une bâtisse, qu'on vient d'investir pour le faire marcher, soit ouvert le lundi puis le samedi. Ça ne marche pas. La demande est trop longue. Puis c'est pas normal quand tu viens comme un entrepreneur, si on parle des entrepreneurs, c'est pas normal comme entrepreneur que tu viennes pour domper chez Compo puis t'attendre 15, 20, 25 minutes ou que tu aies à faire 5, 10, 15, 20 km de plus. Écoute, tous ces gens-là travaillent à l'heure. Puis quand on fait plus de temps ou les gens font plus de temps pour aller domper, ça a des coûts.
Puis malheureusement, je n'ai pas l'impression que le coût de compo a diminué. Le coût est resté stable, puis ça n'a pas diminué. Fait que pour la prochaine séance, j'aimerais qu'on me revienne avec quand est-ce qu'on va régler le problème ou bien quand est-ce qu'on va avoir une diminution des coûts. Parce qu'écoute, dans n'importe quelle entreprise de service, quand tu n'offres pas le service, ça coûte moins cher. Bien là, si on est ouvert à 2 jours semaine, bien qu'on demande, parce que c'est un PPP, c'est un partenaire public-privé, bien qu'on demande comment ça coûtait exploiter Compo pendant une journée par semaine, bien qu'on sorte les chiffres, même si les états financiers sont un peu cachés, bien qu'on sorte que le prix que ça coûtait une journée, puis qu'on coupe sur le 6 jours depuis le temps que c'est pas ouvert, bien qu'on enlève ça au total de la facture, parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas, là. J'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Fait que j'interpelle tout le monde, puis ça fait partie des services pour les entrepreneurs, que c'est pas normal que ça fonctionne, puis aussi pour la propreté de l'environnement puis de la ville, parce que malheureusement, les gens sont pas toutes fins, puis quand c'est pas ouvert, bien, on retrouve des vidanges un peu partout, puis comme qu'on commence à en avoir, c'est un autre point. Dans un deuxième temps, les bacs qui s'en viennent. Monsieur le Bessette, rapidement, votre 5 minutes est terminée. Bien, bienvenue au bac brun. Ça va être terminé comme ça. Puis profitez-en, les citoyens. Merci beaucoup, puis j'espère avoir une réponse à mes questions pour la prochaine séance. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette. Trois petits points très rapides, M. le maire. Premièrement, je pense que quand on est de bonne foi et qu'on veut négocier, je pense que ça peut bien aller. Alors moi, je pense que tant la famille Ouimet, Carrière-Bernier que la ville, si on s'assoit ensemble, qu'on arrive à un terrain d'entente pour pouvoir fermer le champ de tir, je pense qu'on est capable de faire ça dans ce mandat-là. Alors j'ai bon espoir avec la direction générale, puis que la famille Ouimet, qu'on s'assoit ensemble, qu'on règle le problème de façon définitive et le plus rapidement possible. Je vous l'ai dit, je vous le répète, j'ai bon espoir à ce que ça arrive. Deuxième petit point, très rapide. Comme je l'ai dit, en 2019, je l'ai revenu là-dessus quand on parlait du débat des boisés. Je ne veux pas en parler pendant 100 ans, mais je veux juste vous dire qu'en 2019, quand on a voté le plan de développement de la ville, je peux-tu vous dire, moi, que si on avait voté une rue qui se poursuit dans un boisé dans Saint-Eugène, pardonnez-moi l'expression québécoise, j'aurais levé le flag et je n'aurais pas permis ça. Ça, je peux vous le dire, qu'en 2019, quand on a voté le plan de développement, ça ne sera pas développé une rue dans Saint-Eugène ou qu'un boisé. Ça, c'est sûr et certain. Et finalement, Mme Goyette-Hébert, je pense que je suis allé visiter votre problème. Vous avez 100% raison quand vous nous interpellez. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un abri tempo qui soit monté à longueur d'année dans nos rues? Ben oui, il y en a une sur la rue Poirier. Alors, j'espère que, j'aimerais ça à la direction générale que vous transmettiez à l'urbanisme d'aller inspecter sur la rue Poirier. Je vous dis, il y a un abri tempo qui est monté à l'année. Je trouve ça, ça n'a pas sa place. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance du Conseil du mardi 30 mars. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.